Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors, on compare souvent l'IA à la machine à vapeur, cette grande révolution industrielle. Oui, c'est l'image classique. Mais cette fois, c'est différent, non? L'IA générative, elle s'attaque pas qu'aux tâches manuelles, elle vise direct les compétences intermédiaires. Le cœur de la classe moyenne, en fait. Absolument, et c'est ça qui change tout. Les sources qu'on va explorer aujourd'hui, elles décortiquent justement cet impact. Quels emplois sont menacés, ok, mais surtout comment ils se transforment. Et lesquels sont créés aussi? Et lesquels sont créés, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de dépasser un peu la simple peur des chiffres, des suppressions, pour comprendre la dynamique globale. Et il y a un premier truc assez étonnant qui ressort, je trouve, c'est ce décalage. Les entreprises, surtout aux US, elles foncent, elles adoptent l'IA massivement. Ah oui, ça c'est clair. Mais le grand public, lui, beaucoup moins. Apparemment, à peine une personne sur 10 utiliserait ChatGPT régulièrement. Ça veut dire que la révolution, pour l'instant, elle est surtout interne aux boîtes. Exactement. Ce qui nous laisse une fenêtre, peut-être pas très longue d'ailleurs, pour adapter la main-d'œuvre. C'est un peu une course contre la montre. D'accord, mais alors si on regarde le bilan global, c'est la catastrophe annoncée ou... Eh bien, contre toute attente, pas forcément. Le Forum économique mondial, par exemple, anticipe même un gain net de 68 millions d'emplois d'ici 2030. Alors attention. Ah oui, quand même. Oui, mais attention, l'OCDE nuance ce chiffre. Ils estiment que 28% des emplois sont quand même très exposés, surtout les moins qualifiés, les jeunes, et plutôt les hommes sur ces postes-là. Ok. Donc des créations, mais aussi des risques ciblés. Mais il y a cette étude de PwC, qui est assez dingue, je trouve. Ah oui, celle-là est très intéressante. Même dans les secteurs qu'on dit très exposés à l'IA, l'emploi a quand même progressé 38% entre 2019 et 2024. C'est moins que les 65% des secteurs moins exposés, d'accord? Mais ça monte quand même. C'est ça. Ça montre bien qu'on est plus dans une transformation qu'une destruction pure et simple. Les postes ne disparaissent pas forcément, ils évoluent. Vers plus de supervision de l'IA, de stratégie. On pilote l'IA, en quelque sorte. Exactement. Et la France illustre bien ça. On est leader en Europe sur les offres d'emploi IA, 166 000 en 2024. Et regarde les chiffres de croissance entre 2019 et 2024. Les emplois augmentés par l'IA, c'est plus 252%. 252%. Et les emplois automatisés, plus 223%. La productivité, elle suit. Elle a presque quadruplé depuis 2022. Dans des secteurs comme la finance ou le logiciel. Et ça se répercute sur la paye, j'imagine. Ah bah oui, la fameuse prime IA. En moyenne mondiale, c'est plus 56% de salaire en 2025 pour ces compétences. C'était 25% l'année d'avant, donc ça accélère fort. Et c'est confirmé en France. Et le moral des troupes, ça va? On n'est pas tous terrifiés? Figure-toi que non, pas forcément. L'OCDE rapporte que 3 travailleurs sur 5 trouvent même leur travail plus agréable avec l'IA. Plus intéressant, moins répétitif sans doute. Ok, donc des gains, de la productivité, des meilleurs salaires, mais à un mais, j'imagine. Oui, il y a un mais de taille. C'est ce qu'on appelle le choc des compétences. C'est le revers de la médaille de ces transformations rapides. Nos sources montrent que les compétences nécessaires, elles évoluent 66% plus vite dans les métiers exposés à l'IA. 66%. Oui, c'est énorme comme accélération. Oui, c'était 25% l'année précédente. Ça va très très vite. Et autre point lié, assez fascinant. Vas-y. L'exigence de diplôme formel, elle baisse pour ces postes. Entre -7 et -9 points entre 2019 et 2024. On cherche moins le parchemin que la compétence pratique. L'agilité, la capacité à apprendre sur le tas, en continu. Donc plus de valeur aux compétences réelles qu'au diplôme initial. Intéressant. Et alors, qui trinque le plus dans cette histoire? Quels sont les emplois vraiment menacés? Alors, la cible principale, ce sont clairement les tâches répétitives et ce qu'on appelle les compétences cognitives intermédiaires. Pense aux secrétaires, aux comptables pour la saisie pure, aux assistants administratifs. Les tâches un peu routinières du bureau, quoi. C'est ça. Les estimations varient pas mal. Le FMI parle de 60% des emplois menacés dans les pays riches. L'OIT est plus mesuré, autour de 5% pour ces pays, mais pointe aussi très clairement le travail de bureau. Et note que les femmes y sont souvent surexposées. Et les salariés eux-mêmes, ils le sentent. Oui, ils estiment qu'environ 30% de leurs tâches quotidiennes pourraient être faites par une IA. On voit déjà des impacts dans la finance, le service client avec les chatbots, même l'administratif dans la santé. On a des exemples concrets de boîtes qui ont réduit les effectifs à cause de l'IA. Oui, malheureusement. On peut citer Inclusive en France, 200 postes, mais aussi Microsoft, Scale AI, IBM, même si IBM dit créer plus d'emplois ailleurs en parallèle. Et puis toute la vague de licenciements dans la tech en 2024, c'est en partie lié à ça. Le WEF dit que 40% des entreprises envisagent des réductions. Bon, le tableau est pas tout rose. Mais
Il n'y a pas que des menaces. On disait qu'il y avait aussi de la transformation, des opportunités. Absolument. Et c'est le point crucial. La valeur humaine, elle ne disparaît pas, elle se déplace. La créativité, l'empathie, le jugement complexe, l'intelligence émotionnelle, tout ça, l'IA ne sait pas faire. Elle devient un copilote. Un assistant très puissant en somme. Voilà. Et du coup, paradoxalement, ça augmente la valeur des fameuses soft skills, les compétences humaines. On voit émerger ces métiers augmentés, et puis les cols neufs, des profils hybrides qui savent travailler avec l'IA, l'orchestrer. Et quels sont les secteurs ou les métiers qui résistent le mieux, voire qui profitent de l'IA? Alors, très clairement, la santé, le soin à la personne, les métiers manuels très qualifiés, ton plombier, ton électricien, ils ont encore de beaux jours devant eux. La cybersécurité, évidemment. Tout ce qui est création de haut niveau, stratégie. Et les métiers où l'humain est central. Exactement. Les enseignants, les travailleurs sociaux, le management aussi, mais un management qui accompagne le changement. Et puis bien sûr, tous les nouveaux métiers directs de l'IA. Ingénieur IA, spécialiste du machine learning et le fameux prompt engineer, celui qui sait murmurer à l'oreille des IA. C'est un peu ça. Savoir poser les bonnes questions à la machine. Tout ça montre une chose. L'adaptation est cruciale. La formation continue, l'upskilling, le reskilling, ça devient la norme. 77% des entreprises disent investir là-dedans. Et les employés sont demandeurs, j'imagine. Oui, mais le principal frein, c'est intéressant, ce n'est pas tant la technologie elle-même, ni même forcément le manque de compétences des salariés, c'est plutôt un retard de leadership, une difficulté au sommet des entreprises à vraiment intégrer l'IA de façon stratégique. Il faut que les dirigeants s'y mettent sérieusement, quoi. D'où l'importance des politiques publiques aussi, j'imagine. Bien sûr, l'OCDE insiste, il faut agir maintenant, et les entreprises doivent avoir une stratégie claire, mettre l'IA au cœur de leur croissance, explorer les IA plus autonomes, les agents, et surtout communiquer en toute transparence. Le plan IA français va dans ce sens. Ok, donc si on essaye de résumer ce tour d'horizon, en gros, l'IA transforme le travail. C'est une évidence, parfois de façon radicale. Mais le bilan net d'emploi, à moyen terme, semble plutôt positif. Le gros défi, c'est ce choc des compétences, qui exige une adaptation massive et rapide de tout le monde. La valeur se déplace vers ce qui fait de nous des humains, créativité, jugement, et notre capacité à collaborer avec ces nouvelles machines. Donc un paysage complexe, on voit bien. Des menaces claires sur certaines tâches, oui, mais aussi une vraie croissance, des salaires en hausse dans certains domaines, et des opportunités nouvelles pour ceux qui sauront s'adapter, se former. C'est exactement ça. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question un peu pour la route. Si la valeur glisse comme ça des diplômes vers les compétences pratiques, l'agilité, cette capacité à danser avec l'IA, quelle sera demain la vraie valeur d'un parcours académique traditionnel bien linéaire face à quelqu'un qui démontre une capacité folle à apprendre vite et à orchestrer l'IA au quotidien dans son travail? Vaste question.
bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur la situation politique assez mouvante en Afrique de l'Ouest et centrale. On a pas mal de sources sous les yeux, analyse géopolitique, des rapports sur les élections, des données économiques, sécuritaires pour 2024 et début 2025. L'idée, c'est de décrypter un peu les grandes tendances. Pourquoi certains pays semblent, bon an mal an, avancer sur le chemin démocratique et d'autres voient le retour des militaires? Et puis, cette fragmentation régionale, qu'est-ce que ça implique? Bon, allons-y. Ce qui saute aux yeux d'abord, c'est vraiment le contraste. Prenez le Sénégal. Il y avait de fortes tensions avant l'élection présidentielle de 2024, et pourtant, au final, elle a été jugée libre, juste. Transition pacifique. Bassirou Diomaye Faye est élu, Ousmane Sonko devient Premier ministre. Les analyses insistent pas mal sur le rôle du Conseil constitutionnel là-dedans. Une belle preuve de résilience, quoi. Tout à fait. Et ce cas sénégalais, il mit encore plus en lumière d'autres situations beaucoup moins encourageantes. Pensez au Bénin, par exemple. Depuis 2016, sous Patrice Talon, on observe, selon plusieurs rapports, une utilisation de la justice pour cibler des opposants. Réki Amadougou, par exemple, sa détention est jugée arbitraire par des instances de l'ONU. Ou le Cameroun, on parle souvent d'autocratie électorale. Le président Biya, au pouvoir depuis 1982, et l'invalidation récente de la candidature de Maurice Kamto pour 2025, ça illustre bien cette fermeture politique, quoi. Oui, c'est un autre tableau. Et puis, il y a cette vague de coups d'État, surtout au Sahel. Niger, Burkina Faso, Mali. Mais ça a aussi touché le Gabon, la Guinée. Les militaires arrivent souvent en disant « on va rétablir la sécurité ». Mais les sources qu'on a lues, elles montrent que c'est plus compliqué, non? Si la sécurité ne s'améliore pas forcément, qu'est-ce qui explique que ces régimes arrivent à se maintenir? Mais oui, c'est la grande question. Les données montrent une insécurité qui persiste, parfois même qui s'aggrave. Ce qui semble se renforcer par contre, c'est plutôt le contrôle, la répression. On voit bien la suspension de médias, RFI, France 24, même Jeune Afrique, au Mali, au Burkina. C'est significatif ça. Le contrôle de l'information devient aussi important que le contrôle militaire. On voit aussi des partis politiques dissous au Niger, au Mali, et des détentions arbitraires comme celle du président Bazoum au Niger, qui est toujours détenu. Et les transitions vers un pouvoir civil, elles sont sans cesse repoussées. La Guinée en est un exemple. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant sur le plan géopolitique. Le Mali, le Burkina, le Niger qui forment l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Et en janvier 2025, ils claquent la porte de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le bloc historique. C'est une rupture majeure, ça. Quelles conséquences ça a concrètement? Ah oui, c'est un vrai bouleversement. L'AES, elle commence à monter ses propres structures. Une force militaire commune est annoncée, il y a un projet de confédération économique, monétaire. Ça casse toute l'architecture régionale qui s'est construite pendant des décennies. Économiquement, c'est un vrai défi pour ces trois pays de l'AES. Ils sont enclavés, coupés des mécanismes de la CEDEAO. Et pour la CEDEAO elle-même, c'est un coup dur. Ça touche sa crédibilité, sa capacité d'action. On est vraiment dans un réalignement. D'accord. Et pendant ce temps, dans d'autres pays importants de la région, il se passe aussi des choses. Le Ghana, par exemple. Les sources indiquent une reprise économique en 2024, croissance du PIB, un programme du FMI qui aide, mais la corruption reste un problème énorme, pointé comme un frein majeur. Tout à fait. Et juste à côté, le Nigeria, le géant. Le gouvernement a pris des mesures économiques fortes, comme la fin des subventions sur le carburant, qui coûtait une fortune. Mais socialement, c'est très dur. L'inflation explose, la monnaie, le naira, a beaucoup baissé. Et tout ça sur fond de crise sécuritaire qui n'en finit pas, avec Boko Haram notamment, et une jeunesse qui pousse de plus en plus pour du changement. Oui, ne pas oublier non plus la situation terrible en République démocratique du Congo, la RDC. Début 2025, le conflit avec le M23, ce groupe armé dans l'Est, a repris de plus belle. Jusqu'à la prise de Goma, ça a provoqué une catastrophe humanitaire. On parlait déjà de presque 7 millions de déplacés internes fin 2024. C'est énorme. C'est quoi le moteur de cette violence sans fin là-bas? Les analyses sont assez unanimes là-dessus. Ce conflit est totalement lié au contrôle des immenses ressources naturelles de la région. Les rapports de l'ONU y pointent régulièrement le soutien du Rwanda voisin au M23. Kigali dément, bien sûr. Et face à ça, les interventions internationales comme la MONUSCO, la mission de l'ONU, elles ont l'air de peiner énormément à changer la donne, à stopper cette logique de prédation et de violence. Alors si on essaye de faire une synthèse rapide de tout ce qu'on a vu dans ces sources, on voit quand même des problèmes qui traversent toute la région, non? D'abord, la corruption. Systémique. Certains chiffres parlent de pertes allant jusqu'à 50% du PIB dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. C'est juste fou.
Ensuite, les crises sécuritaires humanitaires. Des millions de déplacés, l'insécurité alimentaire qui augmente. Et enfin, une fragilité économique de fond, inflation, dette, dépendance aux matières premières. Exactement, la région est vraiment un carrefour, on peut dire. D'un côté, il y a des lueurs d'espoir démocratique, comme au Sénégal, des efforts de réforme économique, même si c'est difficile au Ghana, au Nigeria. Mais de l'autre, on a une tendance lourde à l'autoritarisme militaire, cette fragmentation régionale avec l'AES qui est inédite et des crises profondes humanitaires, sécuritaires qui en fait s'aggravent mutuellement. Et la corruption, c'est un peu comme un acide qui ronge tout. La gouvernance, la sécurité et même les efforts pour le climat, parce que ça détourne les fonds nécessaires. Donc qu'est-ce qu'on retient? C'est une image très complexe, pleine de contrastes. Des aspirations démocratiques fortes, mais qui se heurtent à des logiques autoritaires, à des conflits qui ont des racines profondes, souvent économiques d'ailleurs. Et ça pose une question vraiment fondamentale pour la suite qui ressort de toutes ces analyses, quand on voit ces liens très forts entre le contrôle des ressources, la corruption et les conflits armés, que ce soit en RDC, au Sahel ou même les défis au Nigeria. Est-ce que des solutions purement politiques ou militaires peuvent vraiment suffire? Est-ce qu'on peut stabiliser durablement sans s'attaquer frontalement à ces moteurs économiques de l'instabilité? C'est une question sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors, on compare souvent l'IA à la machine à vapeur, cette grande révolution industrielle. Oui, c'est l'image classique. Mais cette fois, c'est différent, non? L'IA générative, elle s'attaque pas qu'aux tâches manuelles, elle vise direct les compétences intermédiaires. Le cœur de la classe moyenne, en fait. Absolument, et c'est ça qui change tout. Les sources qu'on va explorer aujourd'hui, elles décortiquent justement cet impact. Quels emplois sont menacés, ok, mais surtout comment ils se transforment. Et lesquels sont créés aussi? Et lesquels sont créés, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de dépasser un peu la simple peur des chiffres, des suppressions, pour comprendre la dynamique globale. Et il y a un premier truc assez étonnant qui ressort, je trouve, c'est ce décalage. Les entreprises, surtout aux US, elles foncent, elles adoptent l'IA massivement. Ah oui, ça c'est clair. Mais le grand public, lui, beaucoup moins. Apparemment, à peine une personne sur 10 utiliserait ChatGPT régulièrement. Ça veut dire que la révolution, pour l'instant, elle est surtout interne aux boîtes. Exactement. Ce qui nous laisse une fenêtre, peut-être pas très longue d'ailleurs, pour adapter la main-d'œuvre. C'est un peu une course contre la montre. D'accord, mais alors si on regarde le bilan global, c'est la catastrophe annoncée ou... Eh bien, contre toute attente, pas forcément. Le Forum économique mondial, par exemple, anticipe même un gain net de 68 millions d'emplois d'ici 2030. Alors attention. Ah oui, quand même. Oui, mais attention, l'OCDE nuance ce chiffre. Ils estiment que 28% des emplois sont quand même très exposés, surtout les moins qualifiés, les jeunes, et plutôt les hommes sur ces postes-là. Ok. Donc des créations, mais aussi des risques ciblés. Mais il y a cette étude de PwC qui est assez dingue, je trouve. Ah oui, celle-là est très intéressante. Même dans les secteurs qu'on dit très exposés à l'IA, l'emploi a quand même progressé 38% entre 2019 et 2024. C'est moins que les 65% des secteurs moins exposés, d'accord? Mais ça monte quand même. C'est ça. Ça montre bien qu'on est plus dans une transformation qu'une destruction pure et simple. Les postes ne disparaissent pas forcément, ils évoluent. Vers plus de supervision de l'IA, de stratégie. On pilote l'IA, en quelque sorte. Exactement. Et la France illustre bien ça. On est leader en Europe sur les offres d'emploi IA, 166 000 en 2024. Et regarde les chiffres de croissance entre 2019 et 2024. Les emplois augmentés par l'IA, c'est plus 252%. 252%. Et les emplois automatisés, plus 223%. La productivité, elle suit. Elle a presque quadruplé depuis 2022, dans des secteurs comme la finance ou le logiciel. Et ça se répercute sur la paye, j'imagine. Ah bah oui, la fameuse prime IA. En moyenne mondiale, c'est plus 56% de salaire en 2025 pour ces compétences. C'était 25% l'année d'avant, donc ça accélère fort. Et c'est confirmé en France. Et le moral des troupes, ça va? On n'est pas tous terrifiés? Figure-toi que non, pas forcément. L'OCDE rapporte que 3 travailleurs sur 5 trouvent même leur travail plus agréable avec l'IA. Plus intéressant, moins répétitif sans doute. Ok, donc des gains, de la productivité, des meilleurs salaires, mais à un mais, j'imagine. Oui, il y a un mais de taille. C'est ce qu'on appelle le choc des compétences. C'est le revers de la médaille de ces transformations rapides. Nos sources montrent que les compétences nécessaires, elles évoluent 66% plus vite dans les métiers exposés à l'IA. 66%. Oui, c'est énorme comme accélération. Oui, c'était 25% l'année précédente. Ça va très très vite. Et autre point lié, assez fascinant. Vas-y. L'exigence de diplôme formel, elle baisse pour ces postes, entre -7 et -9 points entre 2019 et 2024.
On cherche moins le parchemin que la compétence pratique, l'agilité, la capacité à apprendre sur le tas, en continu. Donc plus de valeur aux compétences réelles qu'au diplôme initial. Intéressant. Et alors, qui trinque le plus dans cette histoire? Quels sont les emplois vraiment menacés? Alors, la cible principale, ce sont clairement les tâches répétitives et ce qu'on appelle les compétences cognitives intermédiaires. Pense aux secrétaires, aux comptables pour la saisie pure, aux assistants administratifs. Les tâches un peu routinières du bureau, quoi. C'est ça. Les estimations varient pas mal. Le FMI parle de 60% des emplois menacés dans les pays riches. L'OIT est plus mesurée, autour de 5% pour ces pays, mais pointe aussi très clairement le travail de bureau. Et note que les femmes y sont souvent surexposées. Et les salariés eux-mêmes, ils le sentent. Mais ils estiment qu'environ 30% de leurs tâches quotidiennes pourraient être faites par une IA. On voit déjà des impacts dans la finance, le service client avec les chatbots, même l'administratif dans la santé. On a des exemples concrets de boîtes qui ont réduit les effectifs à cause de l'IA. Oui, malheureusement. On peut citer Inclusive en France, 200 postes, mais aussi Microsoft, Scale AI, IBM, même si IBM dit créer plus d'emplois ailleurs en parallèle. Et puis toute la vague de licenciements dans la tech en 2024, c'est en partie lié à ça. Le WEF dit que 40% des entreprises envisagent des réductions. Bon, le tableau est pas tout rose. Mais il n'y a pas que des menaces. On disait qu'il y avait aussi de la transformation, des opportunités. Absolument. Et c'est le point crucial. La valeur humaine, elle ne disparaît pas, elle se déplace. La créativité, l'empathie, le jugement complexe, l'intelligence émotionnelle, tout ça, l'IA ne sait pas faire. Elle devient un copilote. Un assistant très puissant en somme. Voilà. Et du coup, paradoxalement, ça augmente la valeur des fameuses soft skills, les compétences humaines. On voit émerger ces métiers augmentés, et puis les cols neufs, des profils hybrides qui savent travailler avec l'IA, l'orchestrer. Et quels sont les secteurs ou les métiers qui résistent le mieux, voire qui profitent de l'IA? Alors, très clairement, la santé, le soin à la personne, les métiers manuels très qualifiés, ton plombier, ton électricien, ils ont encore de beaux jours devant eux. La cybersécurité, évidemment. Tout ce qui est création de haut niveau, stratégie. Et les métiers où l'humain est central. Exactement. Les enseignants, les travailleurs sociaux, le management aussi, mais un management qui accompagne le changement. Et puis, bien sûr, tous les nouveaux métiers directs de l'IA. Ingénieur IA, spécialiste du machine learning et le fameux prompt engineer, celui qui sait murmurer à l'oreille des IA. C'est un peu ça. Savoir poser les bonnes questions à la machine. Tout ça montre une chose. L'adaptation est cruciale. La formation continue, l'upskilling, le reskilling, ça devient la norme. 77% des entreprises disent investir là-dedans. Et les employés sont demandeurs, j'imagine. Oui, mais le principal frein, c'est intéressant, ce n'est pas tant la technologie elle-même, ni même forcément le manque de compétences des salariés, c'est plutôt un retard de leadership, une difficulté au sommet des entreprises à vraiment intégrer l'IA de façon stratégique. Il faut que les dirigeants s'y mettent sérieusement, quoi. D'où l'importance des politiques publiques aussi, j'imagine. Bien sûr, l'OCDE insiste, il faut agir maintenant, et les entreprises doivent avoir une stratégie claire, mettre l'IA au cœur de leur croissance, explorer les IA plus autonomes, les agents, et surtout communiquer en toute transparence. Le plan IA français va dans ce sens. Ok, donc si on essaye de résumer ce tour d'horizon, en gros, l'IA transforme le travail. C'est une évidence, parfois de façon radicale. Mais le bilan net d'emploi, à moyen terme, semble plutôt positif. Le gros défi, c'est ce choc des compétences, qui exige une adaptation massive et rapide de tout le monde. La valeur se déplace vers ce qui fait de nous des humains, créativité, jugement et notre capacité à collaborer avec ces nouvelles machines. Donc un paysage complexe, on voit bien. Des menaces claires sur certaines tâches, oui, mais aussi une vraie croissance, des salaires en hausse dans certains domaines, et des opportunités nouvelles pour ceux qui sauront s'adapter, se former. C'est exactement ça. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question un peu pour la route. Si la valeur glisse comme ça des diplômes vers les compétences pratiques, l'agilité, cette capacité à danser avec l'IA, quelle sera demain la vraie valeur d'un parcours académique traditionnel bien linéaire face à quelqu'un qui démontre une capacité folle à apprendre vite et à orchestrer l'IA au quotidien dans son travail? Vaste question.